Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Oui, je sais, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, quoi. Un mois, oui, c'est une éternité pour vous. Mais disons que j'ai un nouvel emploi du temps et j'essaye de m'adapter en fonction. Bon, c'est pas la seule excuse, il faut aussi trouver la motivation. J'avais un peu perdu récemment, mais là, aujourd'hui, c'est bon, c'est parti. Alors, sujet du jour, j'ai enfin changé d'employeur. Donc, j'ai un nouveau travail après plus d'un an de recherche. Oui, un an de recherche. Je sais, vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Et si j'en parle, c'est parce que j'estime que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je vais dans des groupes Facebook, je vois des témoignages, des gens sont vraiment désespérés. Ça fait des mois et des mois qu'ils cherchent, ils postulent des centaines de candidatures. Parfois, ils ont des retours, parfois, ils en ont même pas. Donc, moi, je vais vous donner un peu mon expérience par rapport à ça, parce que je pense pas que je suis un cas isolé ou que les autres sont des cas isolés, mais vraiment, quand je vous dis que c'est la crise en ce moment au Canada, surtout dans le domaine de l'informatique, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le Canada. Moi, j'essaye d'être factuel. Quand j'ai fait ma vidéo pour vous dire que c'était la crise en 2024 au Canada, j'ai essayé de vous apporter le maximum de preuves possibles. Aujourd'hui même, on le voit au niveau des décisions que le Canada prend concernant, par exemple, les permis de travail pour les bas salaires. Aujourd'hui, si tu as un employeur qui ne te propose pas plus de 27 $, c'est compliqué pour toi d'avoir un permis de travail. On va dire que c'est généralement sur l'île de Montréal, mais ça va vraiment s'étendre partout, vraiment partout. Quoi d'autre? Pour les conjoints, ça devient plus compliqué aussi d'avoir un permis de travail ouvert. Bref, certaines situations, il faut vraiment avoir un profil de plus en plus particulier pour avoir droit à un permis de travail. Ça va vraiment se compliquer avec le temps. Le fédéral lui-même prend de plus en plus de mesures, même pour la résidence permanente, genre donner de moins en moins le statut de résident permanent. Ils sont en train de réduire. Donc vraiment, le rapport entre le Canada et son ouverture à l'immigration, elle est vraiment en train de changer. Ils avaient ouvert les vannes. C'était limite open bar, j'ai envie de dire ça comme ça. C'était vraiment exceptionnel. C'est plus correct de dire ça comme ça. Quand tu vois comment les autres pays d'Occident se comportent, mais là, petit à petit, ils sont en train de fermer les vannes. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu en ce moment. Ceux qui se renseignent là-dessus le savent. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, bah n'écoutez pas. Comme d'habitude, moi, je suis pas là pour vous forcer à prendre des choses dans la tête, quoi. Donc, bref, moi, je vous donne des infos, vous les prenez, tant mieux, vous les prenez pas, tant pis. Chacun son dos. Pour ma petite histoire, on va faire un petit récapitulatif de ma petite histoire parce que je pense que tout le monde ici ne me connaît pas forcément. Donc, moi, je suis arrivé au Canada en 2022, fin août 2022, plus précisément, avec un permis de travail fermé, avec un employeur que j'ai trouvé via un événement qui s'appelle les Journées Québec depuis la France. Peu après mon arrivée au Canada, plus exactement au Québec, j'ai commencé les démarches pour obtenir ma résidence permanente, puisque avec mon profil, j'étais éligible pour la résidence permanente via le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, qui va d'ailleurs bientôt devenir le PSTQ. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, environ 2 semaines après mon arrivée au Québec, je m'ennuyais un peu, j'ai fait ma déclaration d'intérêt. Ensuite, j'ai obtenu mon invitation à faire ma demande de CSQ. J'ai la vidéo, vous pouvez aller la regarder. Après l'obtention de mon CSQ, logiquement, j'ai fait ma demande de résidence permanente et donc je suis officiellement résident permanent. Ça fait plus d'un an aujourd'hui puisque je suis résident permanent depuis le mois d'août 2023. En moins d'un an, après mon arrivée au Québec, j'ai obtenu ma résidence permanente. À partir de cette date-là, étant en permis de travail fermé, même si mon statut de résident permanent ne changeait pas mon rapport au travail avec mon employeur, mis à part que ma résidence permanente me libérait du permis de travail fermé, j'étais désormais libre de regarder ailleurs pour trouver un nouvel employeur. Est-ce que j'avais forcément besoin de changer d'emploi? Pas forcément, puisqu'avec mon employeur, bah, ça se passait très bien. J'avais mon salaire, j'avais mon contrat, tout ça. Mais vous savez, l'herbe peut toujours être plus verte ailleurs.
peut-être une meilleure rémunération, peut-être un mandat dans un domaine qu'on apprécie plus. Je me suis mis à l'écoute du marché. J'ai fait la mise à jour de mon profil LinkedIn et là, forcément, beaucoup de recruteurs se sont mis à m'appeler. Pas forcément des recruteurs, mais plutôt des boîtes de conseil, dans des agents de boîtes de conseil qui avaient des missions à disposition. Beaucoup se sont mis à m'appeler pour me proposer des missions. Au début, je me disais, bah, c'est bien, waouh, il y a des propositions, c'est pas mal. J'aurais même très vite pu trouver un mandat rapidement, puisqu'on appelle ça un mandat. Quand on vous place chez un client, on appelle ça un mandat, on vous place en mandat. Moi, ça fait bizarre quand tu viens de France parce qu'un mandat, ça me fait penser à un mandat d'arrêt. Donc, ça fait un peu frisson. Voilà. Et ici, mission, ça peut faire, ici, mission, ça fait faire mission parce que mission, tu te prends pour un agent secret. Mais bref. Très vite, je reçois des propositions. Je passe même des entretiens. Et comme je dis, rapidement, j'aurais pu trouver un nouvel employeur parce que j'ai passé un entretien. Ça se passait plutôt bien. Puis, finalement, la personne responsable du mandat me dit que oui, mais en fait, il y a un truc à tiquer avec moi parce que elle estimait que je faisais pas assez de veille technologique. Et moi, j'étais là, comment ça, je fais pas assez de veille technologique? Moi, je fais de l'assurance qualité. Je vois ce que tu me proposes. Ça demande pas de veille technologique particulière, ce que tu me demandes. On est vraiment sur de l'assurance qualité basique, vérification de site. Je dis OK. Mais avec le temps qui passe, je me rends compte que ça va devenir la réalité du marché. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui ont des mandats à vous proposer et parce que ils ont une proposition incroyable de main-d'œuvre qui arrive tout à coup parce que c'est la crise, parce que beaucoup d'entreprises licencient, parce que beaucoup de mandats sont coupés. Donc, ils ont un flux de candidats et donc, parmi tous les candidats qu'ils vont avoir, ils vont vraiment prendre les profils les plus poussés, voire surqualifiés par rapport à ce qu'ils proposent. Et beaucoup de gens, entre être au chômage et travailler sur un projet sur lequel tu es surqualifié, le choix est vraiment vite fait. Cette période va durer, comme je l'ai dit, 1 an. Pendant 1 an, c'est pas que je vais rester là, je ne vais rien avoir. Non, pendant cette période-là, j'ai quand même beaucoup de propositions. J'ai dans les boîtes de conseil qui m'appellent, qui me proposent des mandats et je passe même beaucoup d'entretiens. J'ai passé une vingtaine, je sais pas, une trentaine d'entretiens en 1 an, je pense, sans exagérer. Mais qu'est-ce qui se passe sur ces 20 ou 30 entretiens? Il va y avoir des entretiens où mon profil ne correspondait pas. Moi, je suis d'accord, mon profil ne correspondait pas. Et ça, c'est aussi le problème des boîtes de conseil. Ils voient sur ton profil LinkedIn que tu es analyste en assurance qualité. Ils font pas plus de recherches. Ils se disent, oh, on a un poste, nanani, nanana, nanana. Voilà. Toi, tu lis l'annonce, tu leur dis, oui, mais je vois des choses là. Je ne pense pas que je corresponds au profil parce que je vais voir de l'automatisation. Moi, je suis pas excellent en automatisation, par exemple. C'est pour ça que moi, je suis plus allé vers de l'analyse fonctionnelle, puisqu'en plus d'être analyste en assurance qualité, maintenant, j'ai une partie analyste fonctionnelle pour vraiment pallier à ce côté automatisation que je n'ai pas. Tu vois des spécifications au niveau des outils utilisés, on me dit, mais c'est pas grave, ils sont ouverts. Tu arrives, tu passes l'entretien, tu te dis que, non, finalement, c'est pas ce qu'on recherche. Par exemple, j'ai passé un entretien avec une entreprise qui voulait quelqu'un qui maîtrisait Salesforce. OK. Bon, moi, j'arrive et je me dis, bon, Salesforce, bon, moi, j'ai 2 ans d'expérience sur Salesforce. Tu passes l'entretien, finalement, on te dit que non, nous, on voulait peut-être quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience sur Salesforce. Ah, forcément, ça va pas être moi. Il y a aussi des cas de projets qui ont des postes à pourvoir. Là, tout se passe bien. Tu passes l'entretien. Voilà, on te dit ton profil correspond. Puis maintenant vient l'heure de la réponse. 1 semaine arrive, rien. 2 semaines arrive, rien. 3 semaines arrive. Puis on te dit, en fait, il n'y a plus l'argent. Le budget a été coupé. Donc, la mission a été coupée. Tu te dis, ah. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. C'est vraiment arrivé plusieurs fois. Non, mais pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, rien, plusieurs fois. Vous allez avoir des cas où tout va bien se passer, mais finalement, on va te dire, oui, mais finalement, comme il y avait plusieurs boîtes de conseil sur le coup, c'est telle boîte de conseil qui a remporté le marché. Je te dis, ok, d'accord, ça valait bien la peine, voilà. Tu as celui qui te dit, oui,
Non, toi, c'est sûr, je vais te prendre, je vais te prendre, il n'y a aucun souci là-dessus, ton profil me plaît. Puis, plus rien, aucun retour, aucun retour. Non, vraiment aucun retour. Donc, même pas pour te dire, non, finalement, on te prend pas pour X, Y ou Z raison. Non, juste aucun retour. Aucun retour. Il y a une boîte qui m'a fait ça 2 fois. La première fois, ils me l'ont fait, j'ai dit, bon, ok, ça arrive. La deuxième fois, j'avais oublié que j'avais passé un entretien avec eux. Donc, je refais le même processus. C'est à la fin de l'entretien que je me rends compte, mais en fait, les gens, c'est moi, je vous connais déjà. Vous m'avez fait un sale coup la dernière fois. Et donc, ils me refont. Et boum, deuxième fois, ils me refont le même coup. Parce que j'ai discuté, par exemple, avec quelqu'un qui est supposé être le chef de projet du projet. Donc, quand lui te dit c'est bon, c'est bon. Donc, il m'a dit c'est bon. Il faut juste que je fasse des démarches et je reviens vers toi. Il n'est jamais revenu vers moi. Et il m'a fait ça 2 fois. Les 2 fois, il n'est jamais revenu vers moi. Tu te dis, ok, c'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. Donc, forcément, toi, derrière, tu peaufines aussi tes recherches. Tu peaufines tes recherches. Tu sais que il faut pas que tu ailles vers des missions où tu ne corresponds pas à 100%. Moi, c'est les conseils que je vous donne. N'essayez pas de faire ce que vous ne savez pas faire. Contentez-vous de ce que vous savez faire, même si c'est la crise, parce que vous allez proposer votre candidature pour un projet, un mandat où vous n'avez pas toutes les clés en main. Déjà que, même quand vous avez toutes les clés en main, on va prendre un profil surqualifié. Si vous allez sur un mandat ou une annonce où vous n'avez pas toutes les clés en main, ça va être une perte de temps. Ça va vraiment être une perte de temps. Donc, vraiment, ciblez les mandats où vous avez toutes les clés en main et allez-y avec le couteau entre les dents, comme on dit ici. Enfin, ici, bon, c'est en France qu'on dit ça. Allez-y, le couteau entre les dents. Donc, avec une yarn, une motivation incroyable. Donc, préparez-vous à 100%. Soyez prêts à défendre votre candidature d'une manière incroyable, comme un lion, comme un tigre, comme un fauve. Vous faites prêt. C'est vraiment une période qui a duré longtemps. C'est vraiment une période qui a duré 1 an, c'est-à-dire que tu vois des annonces, on revient vers toi, tu postules. Après, certes, à un moment donné, j'étais pas en recherche active dans le sens où je voyais pas des annonces et je postulais parce que je me rendais compte que ça ne servait à rien. Quand je postulais comme ça, j'avais pas de retour. Sur LinkedIn, vous avez parfois la possibilité de voir la personne qui a publié l'annonce et de la contacter directement. Même en faisant ça, aucun retour. Vraiment rien, nada de chez nada. Et ça, c'est vraiment pour tous les postes en informatique en ce moment au Québec, voire même au Canada. Vraiment, il y a rien. Rien, rien, rien. Et je suis confiant quand je dis dans tout le Canada parce que j'ai eu des discours de gens qui sont à Toronto. C'est la même chose. Certes, ils n'ont pas mis 1 an pour trouver, mais ils ont passé un nombre incroyable d'entretiens avec leur profil. Ils pensaient pas qu'ils allaient passer autant d'entretiens en jour. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et comment je fais pour trouver un nouvel employeur? À un moment donné, comme je disais, avec LinkedIn, je ne postulais plus parce que je voyais que ça ne servait à rien. Donc, je laissais les boîtes de conseil essentiellement revenir vers moi, me proposer des missions. Même eux, tu voyais que franchement, c'était sec parce que pour une mission, j'avais peut-être 3 boîtes de conseil qui revenaient vers moi. Non, franchement, à un moment donné, quand j'avais une proposition pour une mission ou un mandat, pardon, si mon téléphone sonnait 2 ou 3 fois dans la journée, je savais que c'était telle boîte de conseil qui revenait pour me proposer la mission qu'on m'a proposé à 8 heures du matin là. Et en fait, c'était ça. C'était vraiment ça. C'était vraiment premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Dans le premier qui me propose un mandat, si ça me plaît, j'accepte de passer les entretiens et on va vous faire signer genre une espèce de clause de non-concurrence pour dire que voilà, vous avez déjà postulé avec via cette boîte de conseil, donc vous ne pouvez plus postuler avec d'autres boîtes de conseil. Comme ça évite que votre CV arrive en doublant chez le client potentiel. Au bout d'un moment, je vois que même les boîtes de conseil, ça ne marche pas parce que il y a trop de profils sur le marché, il y a trop de profils sur le terrain. Il y a trop de profils. Donc, les clients vont se gaver ils se gavent. Donc, ils vont vraiment prendre des profils surqualifiés
pour les payer 10 000 ou 20 000 dollars de mois. Parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Je retrouve la motivation. Je me suis dit, bon, là, c'est bon. Il va falloir y aller. Il va falloir vraiment trouver un nouvel employeur, un nouveau contrat, tout ça. C'est bon. On est au mois d'août. Vous savez, mois d'août, c'est la fin des vacances. C'est bientôt la rentrée. Je me suis dit, bon, là, c'est un bon moment propice pour se lancer. Et je vois une annonce sur LinkedIn. Boum. Je lis l'annonce et je vois que je corresponds à 100%. C'est la première annonce à laquelle j'ai postulé. Quelques jours après, on me propose un entretien. C'est l'entretien RH. Quand c'est comme ça, il faut être très réactif. Moi, c'est un conseil que je donne. Soyez réactif. Cherchez pas, non, non, non. On te propose un entretien tel jour. Tu dis, tel jour, je suis là, je suis disposé. Le premier entretien se passe bien. Généralement, c'est les RH. Ils vont avoir quelques mots-clés, un peu de connaissances, mais ils sont pas spécialistes. Ils vont essayer de t'avoir, mais ils peuvent pas t'avoir parce que le professionnel que lui et toi, c'est toi. C'est toi. Donc, ils vont juste s'assurer que tu maîtrises vraiment les bases et ils vont te dire, oh, voilà, ouais, tu as l'air intéressant, tu as l'air cool, tout ça. Deuxième entretien, ça va être avec la personne qui gère les postes, peut-être ton futur manager. Très vite, on me propose une entrevue avec mon futur manager. Donc, je dis oui, je suis partant, il n'y a pas de souci, allons-y. Boum, ça se passe très bien, tatati, tatata. Ils reviennent vers moi assez rapidement. Les deux entretiens se passent vraiment dans un espace d'une semaine. Ils reviennent vers moi, ils me disent que finalement, ils me prennent. Je signe le contrat le 14 août. Le 14 août. Donc, vous voyez, j'ai postulé le 1er août. Le 14 août, j'avais déjà signé le contrat alors que ça faisait pratiquement 1 an que j'étais en recherche. Et c'est ça aussi, tu comprends pas en fait. Tu comprends vraiment pas. Pendant 1 an, tu vas galérer, rien ne va se passer. Tu vas tomber sur des trucs incroyables. Puis là, tu vas avoir un truc qui va se passer et tout va s'enchaîner très vite. C'est pour ça que je dis souvent, vous n'allez pas avoir 36 000 solutions. Soit vous êtes au Canada et vous vous dites je reste et je m'accroche. Soit vous vous dites c'est pas pour moi et je rentre. Je rentre d'où je viens. Donc 2 semaines après avoir postulé, je signe mon contrat et je commence mon contrat environ 2 semaines après. Entre le jour où je postule et le jour où je commence le travail, il y a moins d'1 mois qui s'écoule. Mais vous allez me demander qu'est-ce qui a fait la différence sur ce coup-là. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est l'expérience que j'ai accumulée en passant les différents entretiens sur toute cette année-là. Ce que je retiens, c'est qu'il faut postuler vraiment sur des mandats, des annonces qu'on maîtrise, sur des annonces qu'on maîtrise. Donc, vous lisez la fiche de poste et vous vous dites, là, ça c'est moi. Ça, c'est moi. Donc, ce poste-là, c'est moi en fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Et pour vous-même, ça sera plaisant. Ça sera vraiment plaisant parce que vous n'allez pas aller passer l'entretien à tâtons en fait. Vous n'allez pas vous dire, oui, je vais être obligé de mentir, je vais être obligé de baradiner. Vous n'allez pas partir vraiment en étant confiant, en ayant la confiance de votre côté. Or, si vous allez postuler sur un poste, vous savez que c'est vous, votre motivation, elle va être là. Elle va vraiment être là-bas, 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 là-bas. Votre motivation va atteindre un niveau incroyable, incroyable. Donc vraiment, regardez les postes où votre profil correspond à 100% et le jour de l'entretien, proposez 115%. Proposez 115%. Parce que si vous allez là-bas proposer 90%, vous allez vous faire bouffer. Votre futur employeur va vous proposer une fiche, il veut quelqu'un qui corresponde à 100%. Mais en fait, il y a des gens qui correspondent au profil à 115% qui vont postuler aussi. Donc, vous n'allez pas être en concurrence avec des gens qui correspondent à 100%, vous êtes en concurrence avec des gens qui correspondent à 115%, voire même 120%. Clairement, clairement. Donc, quand vous postulez, soyez sûr que vous êtes capable de proposer 115%, 120%. Sinon, vous n'allez pas avoir le poste. Autre point qui va faire la différence, c'est bien d'avoir les compétences techniques. Mais votre employeur va essayer de savoir est-ce que tu vas réussir à t'intégrer dans mon équipe? Est-ce que tu vas réussir à t'intégrer dans mon équipe? Et c'est pour ça que je dis toujours, en réalité, quand tu travailles sur un projet, c'est pas tes compétences techniques qu'on va regarder en premier. Et ça, c'est des choses que des recruteurs m'ont déjà dit. Ils vont te dire que des gens compétents techniquement, on peut en avoir. Mais des gens
avec qui on a envie de travailler, ça va être différent. Avoir les compétences techniques, c'est bien, mais donner aux gens l'envie de travailler avec toi, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis que la première compétence quand vous voulez travailler quelque part, c'est d'être sympa. C'est d'être sympa. Et aujourd'hui, la nouvelle génération va pas être forcément d'accord avec moi. Même moi, avant, j'étais pas comme ça. Voilà. Moi, avant, c'était en mode, par exemple, je suis dans l'informatique. Je suis pas dans l'informatique parce que c'est un métier qui me passionne. Je suis dans l'informatique parce que j'ai vu que ça donnait l'argent. Ça me garantissait une certaine rémunération. Donc, je vais là-bas, je fais mon travail et je rentre chez moi. Sauf que ça marche au début. Mais si tu veux évoluer, si tu veux, par exemple, passer les étapes, non. Non. Tu dois avoir ce côté sympa, ce côté qui donne envie aux gens de travailler avec toi. Si tu n'as pas ça, tu ne vas jamais trouver de mandat, de travail, de ce que tu veux. Parce que tu es compétent techniquement, mais dans une équipe, tu ne matches pas, tu ne parles à personne. Quand il y a des 4 à 7 ou de 5 à 7 qui sont organisés, tu ne viens pas. Quand il y a quelqu'un qui raconte une blague, tu rigoles pas. Avec toi, c'est juste, ouais, tu viens, tu fais ton travail, cool, tu rentres chez toi. Ça peut marcher si vous avez vraiment un profil niche. Et quand on recherche ce profil niche-là, que genre vraiment, l'entreprise peut pas se passer de vous. Mais s'il y a un milieu il y a de la concurrence, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Et après ça, c'est quelque chose qui peut être problématique pour les nouveaux arrivants parce que quand tu arrives quelque part et pour être sympa, pour être ouvert, pour être drôle, il faut que tu connaisses la culture. Et c'est ça le problème avec les nouveaux arrivants. Beaucoup viennent de pays qui ont une culture différente de la culture canadienne. Et ça peut être compliqué de s'intégrer. Donc, moi, ma chance, c'est que j'ai vécu en France. Bon, il y a des comportements assez similaires. Mais si tu viens je sais pas où, par exemple, des gens qui viennent d'Inde ou ailleurs dans le monde, tu viens dans un pays, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas ce que tu peux te permettre de faire en entreprise, c'est compliqué. Et moi, je pense que c'est un point négatif pour les nouveaux arrivants. Et c'est là où je trouve que on n'avertit pas assez les gens là-dessus, les différences culturelles. Les différences culturelles peuvent vous poser problème. Donc, vraiment, très vite, vous mettre au diapason en termes de culture pour pouvoir vous en sortir. Parce que ça va être compliqué de pouvoir vendre votre profil. Parce que sur le plan technique, vous allez avoir beaucoup de concurrence. Et ensuite, si vous n'êtes pas capable d'apporter le côté sympa, jovial en termes de valeur ajoutée, ça va encore être une épine dans votre pied. Pour moi, c'est vraiment les deux facteurs importants. Ensuite, troisième facteur, j'ai envie de dire, c'est le destin en fait. Ça va pas forcément être vous qui décidez, c'est le destin. Moi, parce que moi, c'est un truc auquel j'y crois, c'est le destin en fait. Parce que, vous voyez, pendant pratiquement 1 an, j'ai passé des entretiens, on m'a proposé des mandats, ça ne s'est pas fait. Puis là, on me propose un truc, ça se fait même très vite, très rapidement, tu vois. Et c'est une entreprise dans laquelle je me plais puisque je travaille un peu, parce que je corresponds vraiment à 100%. Les gens sont satisfaits par mon travail. Avec mes collègues, on rigole. Je joue le bouton train parce que voilà, pour moi, c'est important de faire partie de l'équipe. Pour ma vie de famille, c'est aussi l'idéal. Ça me permet aussi de gérer plus aisément ma vie de famille. Alors que si j'avais peut-être été dans une autre mission, ça aurait pu être plus compliqué. J'aurais peut-être eu plus de remarques, ce genre de choses. Donc, il y a aussi ce facteur destin qui fait que vous allez avoir quelque chose, pas quand vous le souhaitez, mais quand ça doit arriver, on va dire, d'une certaine manière. Donc, prenez votre mal en patience si vous pouvez, parce que ceux qui patientent, c'est ceux qui peuvent se le permettre de patienter. Si tu peux pas patienter, si par exemple, moi, j'ai passé 1 an certes, mais j'avais de l'emploi, j'avais des revenus qui entraient. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, eux, qui peuvent pas se permettre d'attendre 1 an s'ils n'ont pas d'emploi ou de revenus qui tombent. Tu vas pas rester là 1 an sans revenus, sans rien, forcément. Donc voilà, c'était un peu mon petit retour d'expérience sur le marché du travail dans l'informatique en ce moment. Je vous assure, je suis pas le seul dans ce cas. Il y a des gens qui travaillent dans des domaines très pointus en informatique qui galèrent depuis plusieurs mois
presque 1 an. Ne croyez pas que je suis en train de blaguer, ne croyez pas que je dis ça pour être pessimiste. J'essaie d'être juste factuel. C'est une mise en garde. Je vous dis pas, ne venez pas. Je vous dis juste, voilà ce qui peut se passer actuellement sur le terrain et je ne suis pas un cas isolé. Des témoignages, il va y en avoir beaucoup comme ça. D'ailleurs, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Ça sera utile à tout le monde. Sur ce, après une bonne période d'absence, je reviens avec une vidéo assez longue, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Vous commencez avec un bonjour, vous incluez un merci ou un s'il te plaît, ça fait pas de mal. S'il n'y a pas ça, je vous répondrai pas. Je le répète tout le temps, mais pourtant beaucoup de gens oublient encore. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous avez des gens que vous voulez prévenir, n'hésitez pas à partager et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!